Sans moyens et inquiet pour l'avenir de l'émission, Pug part en quête du matériel qu'il avait volé qu'on lui a volé. Salut Jim. Kev. Ouais Kev, la dernière fois t'es reparti avec le matos. Tu veux dire avec mon matos? Oui, est-ce que tu pourrais nous le redonner s'il te plaît? Alors je veux bien, mais que si je participe à ta vidéo? D'accord, Son est en indigestion Dragon Ball Super et le prochain animé à niveau qualité. Enfin bref, il est pas dispo. Avant qu'on commence, j'ai cependant une question. C'est qui, lui? Tu le vois aussi. Je t'en prie. Veg m'a proposé un truc pour le prochain épisode, et c'est pas mal, j'ai pris le temps de regarder. Veg, la voix des incarnés de notre dimension, là. Et donc le titre c'est Hubbleblatt. Méchant cafard. Hubbleblatt est un animé adaptant les premiers tomes du manga du même nom, proposé par Shiono et Toroji, un mangaka responsable entre autres de Celestial Closes et de Zelfie. Majoritairement, c'est des trucs assez érotiques. Enfin, pour revenir à Hubbleblatt, il s'agit d'une série en 12 épisodes proposée en 2025. Et non pas par un, mais par deux studios en coopération. Satellite, connu pour Fairy Tail, et Staple Entertainment, connu pour des poulards. Ça s'annonce bien, ton truc. Après, je suppose que comme l'équipe de Fairy Tail a participé, ça doit être un minimum beau. Bah, les couleurs sont jolies. Au moins, il y a une belle animation avec des chara-design originaux. Non mais, les couleurs sont vraiment jolies. Ah, je sens que je vais pas du tout regretter. La série s'ouvre sur un écran indiquant l'année 3972. Non mais, c'est pas médiéval, c'est le futur. Ou alors c'est juste un calendrier fictif. Non, c'est le futur. Cette scène se passe en réalité 20 ans avant les événements principaux de la série. On nous explique que 14 mecs ont été élus pour affronter l'armée cliché des ténèbres du cul. Sauf qu'il y en a 3 qui meurent au pif, et les seuls 4 compétents se font buter par les 7 restants, qui les accusent de traîtrise pour prendre tous les honneurs. Sauf qu'il y en a un qui survit. C'est bon, j'ai le scénario. Mais encore. Bah, ça va être des trucs classiques, hein. C'est Arc, avec un grand méchant battre à la fin, la base dans les JRPG clichés. Bon, opening plutôt stylé, puis bond de 20 ans dans le futur, en 3992, dans une ville qui sert de frontière entre random pays et pays des méchants, dans lequel plein de gens veulent immigrer parce qu'il est en paix et protégé par les Cétéros. On a Buzz Leclerc, qui pend de manière très peu efficace et sans papier. Puis il capture une loli elfe clandestine qui se fait sauver par notre personnage principal, qui prétend que c'est sa sœur, en l'appelant au pif Pipi. Non qu'elle va se taper durant toute la série parce qu'elle arrivera jamais à donner son vrai nom. Ah oui, Pipi. C'est marrant, hein? Un autre mec intervient et prouve sa foi avec un pot de vin. Le clergé est corrompu, mais quelle surprise! Alors notre petit groupe va chercher un passeur, qui a une taverne bordélique comme couverture. La passeuse, c'est Althea. Et actuellement, elle porte une tenue dont je suis pas certain de l'ergonomie. Mais par contre, je peux te parler de... Elles ont jeté mes vêtements. Sainte Mère. Tu parles? Mec qu'on se connaît depuis 15 ans. Après une phrase de méchant cliché, Cette cité est pourrie jusqu'à la moelle. La faute qui... le clergé passe à l'action et vient buter tout le monde, même totalement gratuitement le nain qui les avait rencardés sur le passeur. On nous remontre que le héros est trop fort et rebat plein de mecs sans transpirer. Buzz Leclerc déclare l'état de siège sans siège et sans qu'il puisse s'asseoir. On nous présente alors Althea comme un personnage de femme forte qui dit Je me débrouille mieux avec une épée qu'avec une chope. Et j'ai chronométré 25 secondes après cette réplique. Elle se chie dessus et pleure devant le premier gros monstre venu et doit laisser Quinzel gérer. Notre héros qui, plutôt drôle d'après ses précédents combats, se fait yamchaiser un peu quand même. Non mais toi aussi tu comptes bully mes personnages préférés de Dragon Ball? Après, rien t'interdit d'aimer des personnages vraiment stylés aussi, hein. On va changer de décor, non? Heureusement, Quinzel est la Sailor Moon de cette époque, et ses pouvoirs se révèlent quand les lunes sont visibles. Et c'est plutôt joli ce ciel avec de lune dans cette ambiance de couleurs. Et il y a franchement un très chouette travail sur les lumières dans cet animé. Et l'épisode 1 se termine sur un cliffhanger, lorsqu'ils sont attaqués par Buzz et un mercenaire. Alors le premier épisode. Pas mal, hein? Franchement, si tu ignores le scénario ultra basique au possible Dark Fantasy, le personnage principal edgy, overlord super puissant, et le traitement des personnages féminins, ça va. Dans l'épisode 2, on apprend que toute la structure de la frontière est protégée par une barrière érigée par l'ancien mentor de Quinzel. Il y a d'ailleurs laissé la vie. Quinzel qui, surprise, est effectivement Acherit, l'un des héros trahis au début. Attends, le mercenaire a une épée avec une fée scotchée dessus en mode do it yourself, et on va pas en parler? Non. Oui, gros bordel dans tous les sens. Et Buzz Leclerc utilise Archevêque comme protection en mousse contre des tonnes de débris qui tombent. Pendant que les gentils volent un vaisseau et veulent rattraper un autre vaisseau. Et j'ai pas compris. Kenzel vole un dragon et waouh! Ouais, ok, là je peux pas le défendre. La 3D est vraiment pas jolie dans cet animé. Et les dragons notamment sont tous comme ça. Épisode 3. Scène d'une prêtresse qui pleure en regardant le ciel et en disant « Oh non, je sens un déséquilibre dans la force !» pour dire que ce qui se passe dans le scénario est important. Mais vraiment la scène ne sert à rien. On nous donne le privilège de voir encore mieux à quel point le dragon est dégueulasse.
Quinzel se fait snipe par l'équipe de Lorenz de Fire Emblem, avec qui il a visiblement l'air d'avoir un passif. Mais ça le fait tomber sans trop de dégâts pile là où il voulait aller, donc finalement tout va bien. Ensuite il se retrouve face aux 7 héros réunis au même endroit, contre lesquels il ne peut rien faire. Il a essayé de speedrun sa vengeance, mais il a pas compris que dans les RPG, c'est le moment où te fait affronter très tôt le boss final, uniquement pour te montrer tout l'XP qu'il te faut encore accumuler. Comme ils ne le reconnaissent pas, ils le laissent vivre pour avoir l'air magnanime devant le peuple. Oh grand prince de doux seigneurs. Et Quinzel, abattu par son impuissance, se prend un BS. Un quoi? Un Blue Screen of Death, c'est l'état dans lequel un personnage se retrouve après s'être pris un mur infranchissable, le rendant apathique. Mais faites retourner l'histoire pour que je sois empathique. Ah, l'animé sur certains aspects va un peu vite. Mais pourtant, il est si lent. Enfin bref, tout ça pour dire que Quinzel Doom, puis se fait attaquer par un nouveau personnage. Encore une mineure en petite tenue. Sauf que là, c'est censé être une armure légendaire, avec un nom cliché au possible. La tenue noire de la vengeance. Au moins, je me rassure en me disant qu'elle a l'air plus âgée que Pipi. Ah ouais, super. Elle fait pas 8 ans, mais 13. Vide la connaît, c'est une princesse de son pays, qui veut visiblement se venger de Quinzel qui a tué son frère et toute son armée. On nous montre donc que notre héros n'est pas tout blanc. Alors, certes, il l'a fait parce que c'était des rebelles qui s'en prenaient à des civils, mais c'était quand même des ennemis du système en place, et donc techniquement des alliés. Et donc, Quinzel intervient quand tue des innocents. C'est ça son côté sombre? Bah, c'est un tueur, quoi. Ah pardon, j'avais pas compris que le mec qu'on a vu tuer 50 Salomon précédemment était autant cliché sur pattes. Donc, Atto, personnage de femme forte numéro 2, abandonne dès que Quinzel la regarde un peu méchamment. Et d'ailleurs, la famille de Zéphi m'a proposé de les accompagner et de m'installer avec eux. Tout se passe trop bien, je pense qu'ils vont mourir assez vite. Mais au moins, ils ont donné des vrais vêtements à la gamine. Les personnages font la rencontre d'une sorte de Armstrong gratté, qui bosse pour le méchant sans savoir qu'il est méchant, et arrête les trafiquants d'elfes mandatés par le dit méchant. Quinzel les bute, puis on rencontre le sous-boss de cet arc, qui manipule Armstrong. Le sous-boss détient le MacGuffin d'Atto et de Vido, et leur dit poliment de se jeter dans un piège pour la retrouver. Puis sans surprise, sous-boss vient en personne pour buter la famille d'elfes. Les trois dorment ensemble. Les parents se font buter et il se passe plein de cas autour de lui. Mais le gosse se tape la meilleure nuit de sa vie tout du long. Honnêtement, c'est mon rêve d'avoir un sommeil aussi imperturbable. Pendant ce temps-là, Quinzel regarde la lune et pleure en ressentant une perturbation de la force qui lui dit que ses meurtres sont en train de se produire, alors qu'il est à genre 20 mètres. Quinzel révèle alors son vrai pouvoir, tenir 4 épées avec ses cheveux. Fort pratique et ça coupe le bras du sous-boss, qui au vu du flot, devait contenir autant de sang que genre 15 mecs. Et c'est à ce moment-là que le peuple, qui est toujours aussi con, arrive et défend le méchant. Le groupe alors doit fuir, et Atto pleure et présente des excuses pour avoir essayé de se venger. Après, je remarque, ça chiale vraiment tout le temps dans ta série. Hein. T'as une bonne vue. Bah non. Par contre, c'est parce que le monde est dur. Oui, mais bon, comment tu veux que j'ai de l'empathie pour les personnages quand ils sont tristes parce qu'ils pleurent tout le temps. Et c'est parce que le monde est dur. Un petit peu comme... Épisode 5, on nous présente le comte Stenvolek, premier boss de l'histoire. Et visiblement, c'est censé être le même personnage. Toute la structure de son visage a complètement changé, la vieillesse est un véritable naufrage. C'est quoi qu'elle a dans ses cheveux? Des sachets de thé? Et dans un élan de lucidité, Lorenz commence à se rendre compte petit à petit qu'il travaille pour les méchants, et pour des débiles de surcroît. Et chiale. Les héros partent à l'assaut du château du comte, les méchants sortent un gros canon magique nucléaire, et visiblement, pour rentrer dans le château, il fallait foncer dans le rayon de la mort. Et l'explication, c'est que Quinzel connaît l'arme et a tranché le tir avec son épée. C'est genre l'arme nucléaire, et elle n'a aucun intérêt dans le conflit finalement. Sur la route, ils retrouvent Armstrong qui les aide à s'infiltrer, en les déguisant en femmes esclaves sexuelles. Ah cool! J'adore FF7. Duel au sommet entre Quinzel et le boss du niveau. Notre héros fait son attaque signature appelée les ailes noires, à savoir coup d'épée de Japanimation pas très animé, mais avec des FX énergie. Et donc le comte le reconnaît et lui envoie son armée de meufs brainwatchées à moitié à poil, évidemment. Atto essaye de faire des trucs mais ne sert à rien. Quinzel s'enrage et se transforme en poulet en rigolant comme un fou. Il tue le boss, s'évanouit à court d'énergie, et comme dans un Metroid, le boss était en fait un mur porteur, donc il faut s'enfuir de l'endroit qui s'écroule. On découvre que Quinzel s'est shotaïfié à cause de son manque d'énergie. Voilà ce qui se passe quand vous ne prenez pas vos protéines. Et là, plan des 6 boss restants. Et wow, je l'avais pas remarqué, mais j'adore celui avec la coupe au bol et sa serviette sur la tête. Il est somptueux, délicieux. Il est royal, un vrai bonbon pour les yeux. Atto brûle le peu d'événements qu'elle avait. Les héros de représent se préparaient, mais en fait, Atto, Alja et Pipi décident de suivre Quinzel de sa vengeance. Ce plan avec les trois me fait beaucoup rire. Genre, c'est la fine équipe. Nos héros à 100% de leur pouvoir, nos héros à 99% de leur pouvoir. Bon, alors épisode 7 sur 12, fin du premier arc, moi j'ai besoin de faire une pause. J'ai comme la sensation que t'apprécies pas ce que la série propose. Honnêtement, le mot est faible. Il se passe plein de choses à la fois, et pourtant le moment est terriblement fade. À cause de l'animation paresseuse ? Ouais, mais aussi du rythme bâtard de la narration. Les couleurs sont chouettes, mais ultra répétitives. Oui, je peux comprendre. Après, on est qu'à la moitié de la série. Ça se trouve, ce sera mieux dans les prochains épisodes. Il ment. Il a déjà vu la série. En plus, il regarde dans le vide. Il fait ça quand il mitonne. Ouais, j'avoue. Ça s'empire. Mais je comprends pas,
D'abord Dragon Ball Super, puis maintenant ça. Tu proposes que des trucs fatigue mi-masse pas? Mi figue, mi raisin. Ouais, quand ça rentre dans l'eau. Entre deux eaux. Oui, enfin bon, des trucs qui sont pas horribles mais pas géniaux non plus quoi. Ça, je pense que c'est une question de point de vue. Sans doute. Et toi Pete, t'en penses quoi? Je savais pas que t'étais censé regarder, mais pour un animé des années 2000, ça n'a pas l'air si mal du peu que j'ai entendu. Ah mais c'est sorti en 2025. Pardon. Il a franchi les couloirs du temps. Sérieusement, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre d'histoire au moins une fois par saison de 2001 à 2012. Une vieille histoire de vengeance toute claquée avec un Bishonen Edgelord d'un personnage principal accompagné de son harem de gamines. Tiens, je me demandais, comment ça se fait que ton Veg il t'ait parlé de ça? Ah, qui sait, ça se trouve, il apprécie la Dark Fantasy. Alors la Dark Fantasy, je veux bien, mais cet animé-là, je doute que quiconque puisse apprécier. À part toi, t'as l'air étrangement dedans quand même. Non, je t'assure, il était vraiment emballé quand on en a parlé. Eh ben tu sais quoi, je vais l'appeler. Je vais lui demander. Allô, Veg? Allô? Oui, vous êtes qui au juste? C'est pas important. Mais dis-moi, c'est toi qui as proposé à Pug de faire un épisode sur Bulblat? Hein? Hubbleblatt? J'ai juste dit que j'avais vu cet animé et que c'était éclaté, moi. Pourquoi vous avez commencé à regarder? Allô? Les gars? Les gars? Allô? Ah si! Bon, concernant les infos techniques, je commence par quoi? Le réalisateur? Ah ouais, bien vu. C'est Naoya Takashi. Il a fait ses armes avec la saison 2 de Darker Than Black en 2009. Il a aussi bossé sur Mirai Nikki et Lock and Logic. Ouais, du lourd en somme. Ensuite, si tu veux, je peux parler des acteurs. On a Yuya Hirose pour Quinzel, Hinata Shibana pour Pipi, et d'ailleurs, c'est elle qui chante l'ending. Et par gourmandise, une petite dernière, Yui Kanari pour Atto. Et t'en as vraiment rien à foutre, en fait. Allô? Ah, mais Kev, il est pas Allô? du tout raccroché. Allô? T'es toujours là. Oui. Donc tiens, tu peux faire 2-3 recherches sur l'équipe française. Ok, rapidement alors. Pour Koinzel, on a Adrien Solis, qui fait la voix de Kaneki dans Tokyo Ghoul ou de Mizuki dans Kamisama Kiss. Pour Pipi, c'est Cathy Bokeh, voix de Tokyo dans La Casa des Papels. Pour Vide, Bastien Bourlet, voix d'Eren Yeager dans l'Attaque des Titans. Et allez, un dernier, Althea, joué par Sandra Vendroux, voix de Maki dans Jujutsu Kaisen. Mais attendez, vous regardez les animés en VF? On regarde en VO et aussi en VF. Soutenir le doublage francophone, c'est important, parce qu'on a quand même d'excellents comédiens et comédiennes. Sinon, pour l'opening, le titre c'est Sinners et c'est proposé par le groupe Garnier Delia, groupe de rock qui a été actif de 2010 à 2025, tiens, année de sortie du Bulblat. De là à dire que ça a tué leur carrière, il n'y a qu'un pas. Et épisode 8. Ce nouvel arc commence fort. Plan 1, château. Plan 2, fesses. Bref, après avoir appris la mort de boss numéro 1, boss numéro 2 commence à avoir chaud pour son cul et devient totalement parano. Tel Batman, Quinzel apparaît de nulle part et bute tous les gardes facilement. Ça commence à devenir répétitif. En plus, j'ai l'impression que c'est à partir de maintenant que les animateurs ne dorment plus. Déjà que c'était pas fameux jusque-là. Oh, et apparemment, ça fait trop longtemps qu'on voyait les filles habillées. Les voilà maintenant sous couverture de danseuses de charme. Ok, l'animé, c'est même pas de se cacher, je suis censé faire quoi, moi? Surtout quand les deux filles font un commentaire méta sur le public de l'animé. Je comprends pas pourquoi ils s'excitent pour un spectacle aussi lamentable. J'en ai assez de me promener les fesses à l'air. Quand est-ce que je pourrais remettre de vrais habits? Tu t'es pas barré, toi? Bah, je suis chez moi. Des gardes sourds et énervés foutent le grabuge. Atto essaye de faire des trucs, mais se fait sauver par Isvise, qui était là uniquement pour le côté artistique de la danse. Oui, c'est pour l'art, je vous jure. Ils croisent Quinzel dans la foule, et sentent chacun leur cul, enfin leur ki respectif. Ce sont de futurs rivaux. On apprendra plus tard qu'ils ont eu le même tuteur. Bref, on découvre une nouvelle bande de personnages, de jeunes nobles chevaliers. Et leur leaduse, Elzaria, est un personnage de femme forte, qui sera la seule de la série à ne jamais se faire humilier. Bravo à elle. Donc ils enquêtent, avec ce qui est très clairement un stand qu'ils utilisent pour chercher Quinzel. Mais le manieur est genre un nerd des elfes et est trop hype de rencontrer Kiki. Et il lâche peut-être une info ultra importante pour son futur rôle dans un gag. On raconte que les noms des Milaël renferment un pouvoir magique qui découle de leur art si particulier. Ils finissent par bel et bien trouver Quinzel, et ils ont même le dessus sur lui. Mais heureusement, Atto intervient, et encore une fois, essaye de faire des trucs. Mais le scénario la rappelle à la réalité. Bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette pause? Là, je crois que sa colonne vertébrale, elle est pétée. Le mieux, ce serait peut-être de l'achever. Quinzel essaie de larguer la team des winners et part se rééquiper pour commencer son second round contre les chevaliers. Visiblement, quand il affronte les passages féminins, la seule blessure qu'il arrive à infliger, c'est de déchirer le vêtement au niveau de la poitrine. Et il se fait quand même avoir. On ne sait comment, mais Atto a quand même réussi à braver ses blessures et son anatomie altérée, et il essaye encore de faire des trucs. Visiblement, elle se bat quand même mieux après avoir écouté les conseils de Quinzel. Et ce dernier commence même à être fier d'elle. Moi aussi d'ailleurs. Enfin, un développement de personnages et de relations. Comprenez mon engouement, après tout ce temps, c'était vraiment inespéré.
Visiblement, le décor n'était pas d'accord pour qu'elle devienne un vrai personnage. Elle passe la série entière à se faire victimiser, c'est vraiment n'importe quoi. Épisode 10. L'armée de Boss 2 attaque la ville pour trouver le tueur de héros. L'animation des flèches me fait un peu rêver. Pour sauver Atto, Quinzel lui donne une partie de sa plot armor, via visiblement le seul moyen de transmettre du sang, ce qui lui fait perdre son soutien-gorge. Et pendant ce temps-là, révolte contre le boss numéro 2. Boss numéro 2 arrive dans sa forteresse volante, qui fait des frappes de tir orbitaux et tue tous ses alliés. Bah bien joué. La bataille continue, Quinzel commence à être considéré comme un héros par le peuple. Mais il n'aime pas ça parce que c'est un héros d'arc évidemment. Lui et Atto partent donc à l'assaut du méchant dans les airs. Le méchant perd complètement ses tartines et bref, Quinzel le tue. Ah ouais, les deux chialent évidemment. Allez, courage. Il ne reste plus que la confrontation avec Ickfess. Lorenz, depuis le début, il fait que commenter l'action en cours. Quelle tragédie! Car oui, c'est tragique. C'est le speedwagon de la série en fait. Quinzel gagne évidemment et grand seigneur. Il épargne Ickfess. Puis il s'évade avec sa team. Puis soudainement, dans les 10 dernières minutes de la saison, l'anime pète les plombs. Random lieutenant dont on n'a jamais parlé se fait évader par Nomto, complètement loufoque. N'oublions nain de fantaisie, son fils débile et leurs hommes qui rigolent comme dans Quel survivant attaquent les citoyens. Quinzel les humilie et il s'enfuit dans une mise en scène cartoon en criant « Je me vengerai !» Magicien charlatan fait des formules éclatées. En fait, c'était Buzz Eclair du tout début qui a survécu et a désormais des cheveux de clown. Puis il se fait choper par un monstre tentaculaire qui en fait était Armstrong qui a aussi survécu. Tous les personnages secondaires se rassemblent, façon communauté de l'Osef, et l'épisode se termine sur Quinzel et Atto qui partent vers l'horizon. Et c'est la fin de la saison 1 du Bulblat. Bon, je vais conclure en premier, histoire de garder le peu de journée qu'il me reste pour faire quelque chose de plus productif. Alors l'histoire manque cruellement d'originalité. Et le personnage principal, sombre, torturé, plein de traumas mais pourtant surpuissant, et évidemment entouré de son harem de waifu de tous âges, c'est quelque chose d'éculé, hors de stock depuis au moins 10 ans. Ouais, c'est typiquement le genre d'œuvre qu'on veut voir quand on est un ado de 13 ans en manque de sensations fortes. Et la 3D... Ah la vache. On a d'excellentes séries sorties dernièrement qui prouvent qu'on peut faire du beau avec de la 3D. Mais là, je sais pas, le manga a 20 ans, alors le studio s'est peut-être dit qu'avec des graphismes de cette époque-là, ce serait plus immersif. Alors je peux comprendre. J'ai aussi été très déçu. J'ai découvert le manga il y a environ 10 ans, et au moment où j'ai découvert, il y avait déjà des rumeurs concernant l'adaptation de ce manga. Donc forcément, l'adaptation était vraiment très attendue. Alors, je suis très déçu, mais ça aurait pu être pire. Je trouve qu'il y a de très bonnes musiques, et que les ambiances sont vraiment chouettes. Ah mais c'est pour ça que tu voulais qu'on fasse ce truc? Bon, j'ai l'impression qu'on a tout. Alors, la critique, les détails inutiles, et la conclusion? Ouais, ça me semble bien. On range les pyjamas? Oh attends, il faut dire aux gens de penser à commenter la vidéo, la liker, la partager et surtout de s'abonner à la chaîne. Ouais, ça serait super gentil. Les gars, vous êtes là? Je suis tout seul? Allô? Les gars?